Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nouvelle édition de Quelques Médis avec mes camarades Elisa Budin et Andrea Vilchange derrière les caméras. Bonsoir à vous deux, bonsoir à vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Chaque semaine, ce soir, il sera question de Macbeth d'après William Shakespeare, je l'ai dit, et dans un théâtre. La pièce dite écossaise dont on tait le nom, en tout cas dans les pays anglo-saxons, ici non, je crois qu'on dit le nom Macbeth, à partir du 26 mars et jusqu'au 20 juillet, en alternance salle Richelieu, mise en scène Sylvia Costa, bonsoir, avec dans le rôle de Lady Macbeth Julie Sicard, bonsoir Lady Macbeth, et puis celui de Macbeth, Noam Morgenstern, bonsoir. Merci à tous les trois d'être à l'antenne ce soir parce que vous êtes en répétition, et voilà, sur le plateau de Richelieu, en costume, avec les décors, et que vous y êtes presque, mais pas complètement, pas encore. Donc merci vraiment de votre présence ce soir. Alors, cette pièce dont on ne dit pas le nom, moi j'aime bien cette histoire. Hein, il y a une espèce de malédiction, que vous n'avez pas, prise pour votre compte, Sylvia Costa, puisque on croise les doigts jusqu'à la fin. Bon, c'est surtout pour vous que c'est inquiétant parce que je crois que l'histoire, c'est que le originel, c'est que le type qui devait jouer Macbeth à l'époque de Shakespeare est mort. Shakespeare a dû reprendre le rôle. Et depuis, dans les pays anglo-saxons, alors je vous raconte la malédiction, on ne dit plus Macbeth, on dit la pièce écossaise. Parce que l'acteur qui joue Macbeth, c'est mort. Bon, il y a eu un problème. Je connais mon texte, donc c'est bon. Ah, vous avez des camarades, ils sont bruyants quand même, les gens de la troupe, hein, souvent. Bah, en tout cas, ils ont envie d'être là partout. Donc cette pièce est une des grandes œuvres de Shakespeare, écrite a priori entre 1599 et 1609. Donc c'est une pièce du début du XVIIe, selon en tout cas les références historiques dont l'auteur se serait inspiré. Qu'est-ce qu'elle raconte ? On commence par ça. Ensuite, vous serez débarrassé du... Qu'est-ce que cette pièce raconte ? Noam, peut-être, je vous sens... Qu'est-ce qu'elle raconte ? D'accord, elle raconte... on est au XIe siècle, donc c'est un monde médiéval. Je le situe, mais après, Sylvia, elle racontera ce qu'elle en a fait. Mais on travaille avec une traduction donc, de Bonnefoy, Yves Bonnefoy, qui est donc un poète. En plus d'être un traducteur, il a lui aussi son monde à lui, avec des images très spécifiques. C'est à la différence de Desprats, qui serait très... au millimètre de la fidélité du texte. Oui, la fidélité du rythme aussi des répliques de Shakespeare. Bonnefoy, lui, il ajoute un monde encore plus étrange, encore plus brumeux, encore plus lugubre, parce que c'est un poète. Et ce qui est assez génial d'ailleurs d'entendre les images de Bonnefoy apparaître sur le plateau. L'histoire de Macbeth, ce que je peux dire par le prisme, en tout cas, de ce personnage de Macbeth, c'est que on est dans un état guerrier et le talon d'Achille de ces hommes guerriers, le talon d'Achille, c'est pas avoir d'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas ne pas avoir d'enfant uniquement pour la descendance, mais c'est aussi parce qu'un enfant, c'est sa mémoire en devenir, c'est aussi avoir un être à qui on donne de l'amour, de l'affection et même de se battre et de rester en vie parce qu'on doit retrouver son enfant après. Fille ou garçon, évidemment fils, il y a, on est au XIe siècle, donc il y a en Écosse, en Écosse, et il y a cette histoire de filiation, mais assez particulier. D'ailleurs, on entendra une chose assez étrange, c'est que une des malédictions de Macbeth, il pense qu'il va être tranquille tant qu'il ne sera jamais inquiété par un homme qui n'est pas né d'une femme. Et à l'époque, c'est-à-dire au XIe, on dit que être né par césarienne, c'est ne pas être né d'une femme. Comme s'il fallait que par voie basse... Contre nature. Oui, voilà. Ce serait la chose... oui, voilà, exactement, contre nature. Donc l'histoire, en tout cas, par le prisme de de Macbeth, c'est que... et pour le couple qu'ils sont, Lady Macbeth et Macbeth, il y a cette histoire d'enfants dont on n'a pas résolu la question tous les deux, si on en aurait eu un qu'on n'a plus, ou alors on n'arrive pas à en avoir. Je pense que c'est plus on n'arrive pas à en avoir, je pense que ça on l'a... Ouais. Et donc on vient de le résoudre en direct.
Et donc comme ça Ne c'est... me remerciez pas. Comme ça c'est clair. Non, mais en fait, au fond, on l'avait déjà... Julie n'a pas dit... voilà. Non, mais elle m'a laissé me tomber flottant sur Julie. Mais en tout cas, c'est un couple qui n'a pas d'enfant. C'est un couple qui n'a pas d'enfant et dont la femme est tout à fait consciente que le talon d'Achille de son homme est de ne pas en avoir et qu'elle aussi, elle en tire un... Dans la version de Sylvia, elle va en tirer un certain pouvoir et un certain bénéfice de la fragilité que son mari, c'est-à-dire Macbeth, peut avoir n'ayant pas d'enfant, n'ayant pas de lignage, n'ayant pas de... Elle va tirer profit de ça. Ce qui est assez, on pourrait croire que c'est vicieux, or c'est pour sauver, c'est aussi pour elle exister et sauver sa peau. Après, c'est, enfin, vous le direz mieux, mais la version de Sylvia n'est pas une version historique. Elle est adaptée déjà, Sylvia. Oui, elle est coupée. Ouais, elle est coupée. J'ai enlevé des personnages. Et j'ai inversé des scènes, j'ai donné des mots à d'autres personnages. Ouais, j'ai fait vraiment un travail parce que je trouvais que justement la pièce elle est très ancrée dans la guerre de Norvège. Il y a beaucoup de pour moi il y avait trop. Presque moi, j'avais vraiment besoin de me concentrer, de dire ok, qu'est-ce qui se passe, qui est cet personnage. Donc il y a une sorte, si vous voulez, un travail quand même de simplification pour mettre en valeur des forces qui sont dans la pièce. Et j'aime bien que dès que l'on me raconte l'histoire, en fait, c'est pas, tu parles pas de quelqu'un qui fait sa course au pouvoir comme tout le monde au meurtre, comme tout le monde pense Macbeth, le meurtre. Mais non, mais c'est bien, ça veut dire qu'on travaille bien. Mais il parle d'un homme qui a pas d'enfant. Donc, en fait, je pense que je voulais quand même isoler un côté plus profond, psychanalytique, qu'il y a derrière cette, en effet, première couche de un homme qui veut devenir roi et donc il tue tout le monde, se baigne de sang, sa femme aussi et tout ça. Donc je pense qu'il y a justement c'est Shakespeare et donc il y a les couches sont infinies et là je peux nommer certaines couches comme ça comme une liste parce que c'est vraiment c'est très dense, c'est très riche et en fait en plus que il y a aucune solution. C'est ça la chose qui est bien, il y a aucune solution. Il ne soulève que des questions existentielles, on peut dire ça. Voilà, enfin c'est une analyse contemporaine du travail d'un homme qui a vécu en Angleterre au 16e, 17e siècle. Ce texte que vous avez adapté, coupé, avec lequel vous avez pris beaucoup de liberté, c'est un peu le propre de Shakespeare que de proposer comme ça un matériau théâtral un peu plastique dont on ferait finalement non pas ce qu'on veut mais en tout cas qu'on peut. C'est la même chose avec d'autres pièces, avec Hamlet par exemple. On a le sentiment que ce sont des pièces qui ont, enfin on sait, on n'a pas le sentiment que ce sont des pièces qui ont été réinterprétées, réécrites, revisitées, là cette fois-ci adaptées, coupées. C'est une espèce d'effet magique de la langue de Shakespeare ou de son... Je pense qu'il est rentré quand même dans notre culture parce que tu vois des citations de tout. Par exemple, récemment, j'ai découvert que la phrase la plus connue de Macbeth, c'est dans un film de Bergman. Tu vois, c'est quelque chose qui est rentré dans la psyché contemporaine. Oui, Hamlet, il est nommé tout le temps. Je veux dire, il y a quelque chose qui est devenu... Dans la psychanalyse, en fait, on s'est arrêté à la tragédie grecque, mais on pourrait bien parler du complexe de Hamlet, du complexe de Macbeth. C'est quelque chose qui sont rentrés comme des figures, d'Ophélie aussi. Je veux dire, ils sont des figures qui sont rentrées quand même dans notre... Mais quoi, qui questionnent l'humain? Oui, justement, ouais. Qui questionnent l'humain et qui questionnent des questions qui sont... Pour moi, encore aujourd'hui, je pense que nous, on a transposé ça, toute la question, voilà, qu'est-ce que ça veut dire avoir du pouvoir? Le pouvoir, c'est juste là, qu'est-ce que c'est? C'est pas avoir une couronne, mais c'est avoir quelqu'un derrière toi. Et donc, je pense que ça parle plutôt à notre contemporanéité encore. Peut-être dans le passé, c'était plutôt l'aspect guerrier du pouvoir, de la force. Mais je pense que voilà, c'est un objet qui
qu'on peut vraiment prendre dans une porte qui nous intéresse. Et moi, ça m'intéressait ça. Et ça m'a intéressé beaucoup toute la question du surnaturel comme erreur de compréhension des symboles. Lui, il se trompe tout le temps quand les sorcières il fait lui des mauvaises appréciations. Voilà, à tout, il y a une explication de qu'est-ce qui lui arrive. Ça semble des choses extraordinaires, mais au final, il y a toujours une explication pour tout. Même pour la forêt qui marche, il y a une explication. Et lui, Macbeth, il prend tout par de vrai. Il a vraiment un problème sémiotique presque, de compréhension du monde. Il manque toujours de quelque chose de rationnel pour arriver à... Et ça m'intéressait beaucoup. Surtout que moi, je travaille beaucoup avec les symboles et les signes. Donc, je trouvais que c'était quelque chose qui était quelque chose que je devais investiguer pour moi-même. Parce que moi, je crois beaucoup aux symboles. Donc, je suis un peu comme Macbeth. Voilà, donc, il y avait, donc la question de sœur fatale, parce que... Alors, les Weird Sisters. Les Weird Sisters, en France, on appelait les sorcières, que vous appelez les sœurs fatales. On a décidé d'enlever ce mot, quand même problématique, des sorcières, et d'appeler comme une traduction littérale de l'anglais, les sœurs fatales. En effet, sont elles qui décident, qui construisent quand même cette hallucination, ce sont elles qui lui envoient des messages. Oui. Et en plus, dans la pièce, ils sont très performatifs, ils sont toujours là. Ils sont vraiment... ils font avancer... c'est Lady Macbeth, mais c'est aussi les sœurs fatales qui font avancer la narration et voilà, les événements, en fait. Parce qu'il prend beaucoup d'apparences. L'apparence de messagères, l'apparence des meurtriers. Dans votre adaptation, les sœurs fatales, donc elles prennent d'autres rôles que le leur. Ah oui, beaucoup. Tous les rôles, par exemple, le portier, beaucoup de messages, ils amènent beaucoup de messages, mais pas seulement les messages que Shakespeare avait donnés autour du château, avec des formules magiques, mais même vraiment tu vas devenir Cawdor, et voilà, il y a la forêt qui arrive, il y a l'armée d'Angleterre. En fait, en tout cas, elles sont là pour pas seulement pour guider Macbeth, mais aussi les autres personnages quand même. Elles sont un peu des pity qui font... Ouais, tout à fait. Mais c'est bien, moi je trouve qu'elles s'appellent les fatales, parce que toutes les prémonitions sont des fatalités pour le couple de Macbeth et Macbeth en tête. Ouais, mais comme dans l'adaptation de Sylvia, Lady Macbeth est une espèce de bras, je vais te laisser le dire, tu vas le dire mieux, mais c'est un bras en plus des sœurs fatales. Disons que les sœurs fatales, elles sont 3 plus 1. Enfin, il y a quelque chose comme ça où Julie, elle est in et out. Enfin, Lady Macbeth... Elle n'est pas une part de Macbeth aussi. Il y a une forme de... Julie, on va peut-être vous laisser en parler. Non, mais il y aurait comme... ce que je peux saisir, c'est qu'il y aurait comme une gémilité dans ce couple. Et que finalement, la masculinité serait plutôt du côté de la femme et la féminité, si on schématise, hein, parce que... Si on considère que la fragilité, c'est la femme et que l'autorité, c'est l'homme. Mais que ce qui manque à l'un... ils ne peuvent qu'être deux. Ils ne sont pas entiers s'ils ne sont pas deux. Et que l'absence d'enfant est nécessaire pour raconter ce manque. Sinon, l'enfant réuni est comme une complétude d'un couple. Là, il n'y a pas d'enfant. Donc c'est un couple qui est complémentaire mais complètement dissocié, enfin, qui peut pas agir l'un sans l'autre, mais qui est dysfonctionnel, et si on veut utiliser, non, qui est en lutte. Mais c'est pour ça que moi j'aime bien le côté psychanalytique aussi de la lecture un peu psychanalytique de la pièce. Enfin, j'imagine que j'ai pas tout lu et loin de là, mais j'imagine qu'en effet, Sylvia a raison de dire que les personnages de Shakespeare et les pièces de Shakespeare ont quand même été une belle source pour toute la psychanalyse. Mais là, il y a tellement l'histoire aussi du désir et puis du désir, mais du désir de quoi? Ben, c'est comme si, pour moi, c'est comme si Shakespeare mettait un peu
avant Freud, avant tout le monde, il y a le mouvement du désir, de l'acte, le fantasme en fait, le fantasme. Parce que finalement la chose même, l'acte, le meurtre, etc. On ne cesse d'en parler, mais finalement on ne le voit jamais. Enfin, c'est pas ça. C'est pas Henri VI. C'est pas ces pièces-là. C'est pas ces pièces de guerre. C'est quelque chose de beaucoup plus. On s'attache à ce qui se passe mentalement dans la tête des personnages, pas les actes, pas la façon dont ils font les choses. Mais donc il y a le fantasme qui est nourri par le fantasme par Lady Macbeth, tuer, qui nourrit le fantasme, et le régicide, qui sera dans la conséquence, dans la suite de l'acte. Donc il y a cette espèce de mouvement où l'acte finalement on s'y arrête peu. On s'intéresse à nourrir le fantasme, créer le fantasme, et enfin la fameuse phrase, c'est dit dans la pièce, c'est-à-dire qu'on gagne peu d'avoir accompli ce qu'on a désiré. Est-ce que c'est une morale? C'est le fameux désir, mais c'est très freudien, c'est-à-dire que le désir n'existe que quand il reste désir. Sa réalisation éteint tout. C'est la mort, en fait, la réalisation d'un désir. En plus que la folie de Lady Macbeth arrive au moment que... Où il y a l'accomplissement. Une fois qu'elle est... mais au moment où l'acte s'accomplit, c'est comme c'est des vases qui se... communiquant, c'est-à-dire que elle remplit un vase et une fois qu'elle l'a rempli, elle se vide. C'est-à-dire que c'est une rencontre impossible aussi dans un couple. Mais... qui est aussi, en effet, un couple stérile et infertile. C'est quand même amusant que quand Noam commence à raconter l'histoire de Macbeth, en fait, il raconte l'histoire de la stérilité et de ce qui est vrai, c'est ce que vous disiez. C'est pas l'histoire de Macbeth telle qu'elle doit être écrite dans Wikipédia, par exemple, ou dans les manuels scolaires. Mais c'est le prisme que vous choisissez. Par ailleurs, l'histoire de la parentalité, elle est présente toute la pièce. Banco, il a un monologue très beau qui déclare ça. Lui, il est le père. Tu vois, il y a aussi cette chose très forte. L'influence, Ouais. Lui, donc, il a la responsabilité, il est le père de la descendance des rois. C'est ça que les sœurs fatales lui attribuent. Oui, et donc il y a cette mise en crise quand même d'où fait... Moi, je parlerai jamais des morales parce que surtout on ne donne pas des solutions de la pièce. Je pense que quand même... je pense que tu peux quand même sympathiser avec la couple sans enfant, je trouve, dans la pièce, contre tout cet autre homme qui se présente comme père, donc devant un héritage de pouvoir et tout ça. Donc je pense que on cherche quand même de l'empathie pour cette couple. Et il y a des situations qui, je trouve que Shakespeare crée aussi pour faire cela. Mais c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup dans la couple cette façon, comme disait Julie, de vases communicants. Donc, toutes les fois que quelqu'un manque d'une chose, c'est l'autre qui l'a. Par exemple, au début, c'est lui qui manque de volonté pour aller jusqu'au bout. Mais c'est vraiment Lady Macbeth qui donne toujours presque lui un souffle, les mots qu'il faut dire, les mots qu'il faut faire, qui prend vraiment le pouvoir. Chose que d'ailleurs, peut-être pour l'époque, elle aurait voulu peut-être être roi, mais avoir le pouvoir. Mais comme femme, elle pouvait pas. Donc elle prend vraiment... là, nous, on force encore plus toute la possibilité qu'elle aurait eu de prendre le pouvoir. Et après, il y a un moment où, en effet, Macbeth, il y bat. Le sang appelle le sang. Et au moment, en effet, que le désir, il s'est assouvi, il s'est vide, et lui, il perd le sommeil, c'est elle qui est somnambule. C'est elle qui prend la charge psychologique de qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est elle qui devient folle. La première. Donc, encore une fois, c'est comme une sorte de contraste toujours du personnage central, Lady Macbeth. Tu vois toujours de qu'est-ce qu'il manquerait Macbeth à ce moment-là. Et elle l'a. Ouais. Comment est-ce que... on en a un peu une idée là, mais vous cheminez, parce que c'est une pièce qui est pensée avant le plateau, que vous avez... surtout que je vais dire le mot cérébral, qui n'est pas du tout un gros mot, mais c'est une pièce qui est pensée avant le plateau. Vous arrivez... Comment vous travaillez avec Silvia Costa? Comment est-ce que
tout ce qu'on est en train de se dire, ces choses-là sont transmises. Comment est-ce que vous réfléchissez ensemble? Le prisme de la stérilité d'un couple sans enfant, Sylvia nous en a parlé très tôt. Enfin voilà, elle a donné des indices aussi sur la lecture qu'elle voulait en faire. Et puis on a toujours su que ça allait être une adaptation, hein, que ça allait pas être la pièce entière, que ça allait être très vite. Enfin, on a su que peut-être moi j'aurais du texte de Macbeth. Enfin, voilà, cette confusion des genres et des personnages, enfin dans ces deux personnages était là depuis longtemps. Donc, et comment, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement belles dans Shakespeare, y compris la traduction de Bonnefoy, mais il y a des choses qui sont assez abstraites, opaques. Il y a des choses à comprendre. Hein. C'est pas... On a passé beaucoup de temps. En fait, avant d'approcher une scène, on la lisait, genre aussi plusieurs fois, pour se dire qu'est-ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire. Et à chaque fois, on s'est arrêté. C'est pas un des enjeux, quand on joue Shakespeare, de comprendre ce qu'on est en train de dire? Je sais pas, il y a plein de choses, il y a plein de niveaux en même temps. Est-ce que ce que nous on comprend et la rapidité avec laquelle on va l'incarner sur scène, comment faire pour qu'on soit sûr qu'il y ait la même vélocité d'esprit de la part du public? Je sais pas, ça moi, déjà on peut pas tout maîtriser, donc on choisit un angle. Et là, dans l'adaptation de Sylvia, on prend la pièce et on la met dans un entonnoir. Nommé couple, stérilité, fantasme, vase communicant, tout ce qu'on a dit là. Donc on l'adapte pour qu'elle soit sans doute plus lisible et moins immensément toute cette foisonnante. Oui, voilà, ouais. Justement. Ce texte-là, comment vous l'attrapez en fait? Moi, là, je me dis mais c'est génial parce qu'en fait c'est quand même dingue. Hein. Il est dingue ce texte. Donc se dire que tous les soirs on va écouter ça, moi je trouve ça super. Vous pensez qu'il y a quelque chose de presque qui transcende? Vous dites on peut pas tout maîtriser et on fait des choix, mais il y a sûrement des choses qui arrivent en fait intérieurement. Et pour nous et pour le public, c'est sûr que voir des fantômes, croire aux fantômes, prendre de vitesse son avenir. Alors ça vraiment, là par exemple, ce qui court à leur perte. Je veux dire, on prédit à Macbeth qu'il va devenir roi, mais il aurait pu attendre. Il aurait pu ne pas l'être aussi. Oui, ou enfin en tout cas, il aurait pu laisser venir. Mais là, le fait de vouloir prendre de court, de prendre ça, c'est des choses qui sont tout à fait compréhensibles, qui font frémir. Qui font peur, qui sont tétanisantes, parce que entendre quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui nous dit exactement la chose qu'on aimerait entendre, qui est notre propre secret, sans doute une chose qu'on se dit très peu. Ce que lui disent les sœurs fatales, voilà. Oui, voilà. Tu vas devenir roi. Je vais devenir roi, mais je vais devenir roi d'une certaine façon. Je pensais à une chose, mais dans cette histoire de vase communicant, c'est vrai que Lady Macbeth est très responsable du fantasme de ce qu'il pourrait devenir, et Macbeth il ne comprend pas bien non plus comment bien réaliser le fantasme de Lady Macbeth, parce que la plupart des choses quand Macbeth passe à l'acte, c'est un peu plus leur perte, sa perte, je veux dire, le monde s'effondre, et donc c'est vrai que même dans leur couple il y a quelque chose. Parce que vous parliez de vase communicant, mais j'ai l'impression que dans ce vase communicant, quand même, le vase de Macbeth, il fuit. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se dégrade un peu plus. C'est-à-dire qu'il est quand même, il comprend pas les signaux qu'on lui envoie, il ne voit pas les choses, il n'anticipe pas. Et c'est terrible. Il fait des choix. On sent bien comprendre pourquoi, mais enfin, il fait ce qu'elle lui demande ou ce que lui prédisent les sœurs fatales. Il ne comprend pas tout, en fait. Il comprend pas tout, en tout cas il le fait, mais c'est ça qui est génial, c'est passer à l'acte, parce qu'il faut d'abord passer à l'acte, de peur que la chose nous échappe. Tu as beaucoup de confiance vers tout le monde, en fait. Il se fait guider, je pense. Je ne parlerai pas des manipulations, mais parfois il y a ça. Naïf, sans doute, ouais, je sais pas. Tout à fait, je trouve. Mais comme un enfant, quoi. Comme une construction, en fait. Ouais. Quelqu'un qui est en construction. Ouais. Donc en construction, sur des choses très brutales et très violente, mais qui est en construction, donc
Et la construction, on n'arrête pas la construction au moment où elle doit s'arrêter. C'est ça qui est terrible, c'est que la construction, après, une fois qu'elle commence, elle est libre. En tout cas, il n'est pas arrêté par sa femme, il est... Non, puis Non, par exemple, elle est consciente je j'étais dans un petit tremplin parce que là on parle de la traduction, on parle du montage, on parle du texte, etc. Mais j'ai l'impression aussi que le spectacle que propose Sylvia est comme une histoire comme un moule dans lequel, en effet, les personnages, parce que c'est des images, mais c'est très aussi le public qui va investir. C'est-à-dire, on n'investit pas quelque chose qu'on va donner au public. Il y a énormément d'espace, en fait, mental. C'est-à-dire dans les images. Comment ça se propose un espace? Dans le travail que fait Sylvia, j'ai l'impression que c'est quand même aussi, elle ouvre un espace... parce que je suis partie sur mon truc de psychanalyse, mais c'est comme quand on montre des images en disant tu vois quoi, le test de Rorschach. Voilà. Mais il y a un peu quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on laisse quand même à tous, à nous, mais pas que à nous, au public aussi, la place d'investir par rapport à une idée du fantasme interdit, de l'interdit, des pulsions les plus noires que tout le monde aurait. Enfin, il y a quelque chose comme ça où on peut investir. Donc, je pense que personne ne verra le même spectacle finalement, puisque c'est, en fait, ça ouvre les portes à et le cadre à de multiples interprétations. Le cadre est plus en effet une vision. Enfin, on propose des visions en fait. Des visions mais les visions, elles ne peuvent pas être composées, sinon c'est pas des visions. Les visions, il faut qu'elles soient nourries de chacun. Mais donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui est une expérience d'investir, même en tant que public, d'investir cet espace-là qui est donc cet homme-là, cette femme-là, les sorcières, enfin voilà, tout ça, et d'y aller et d'être presque un personnage aussi de ce spectacle, quoi. Il faut être actif. On peut pas. C'est pas quelque chose qu'on reçoit, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de morale, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution, c'est pour ça qu'il n'y a pas de. Tout est en suspens. C'est proposé. Oui. Faut y aller, quoi. Faut plonger. Mais nous, faut qu'on plonge. Quand même, on termine avec une prise de position, je trouve. Ouais. Qu'on va pas révéler. Non. Non, il y a une prise de position finale, je trouve, de destruction quand même de toute cette fiction, de cette narration. Il y a une chute. Ah ouais. Moi, je trouve que Sylvia, elle nous propose quand même un monde assez... Je vois un peu ce que tu dis, mais les images sont assez précises. Il y a un monde cadré, avec codifié. Vous parlez des images, c'est-à-dire on va y venir, la scénographie, les costumes, ou vous parlez de ce montage, du texte, des personnages tels qu'ils sont. Je parle aussi de la façon dont nous dessinés. On croit à ce monde-là dans lequel on vit, c'est-à-dire avec la. Vous les acteurs. Oui, enfin nous les personnages. Je veux dire que Sylvia, Sylvia propose qu'on évolue dans un monde qui est très dessiné, très défini, où les gestes ont des significations, où les mots ont des Comme dans le théâtre du Globe, non? Dans le théâtre de Shakespeare, je crois qu'il oui, où il y avait une gestuelle, c'est ça, très précise. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle brouille les pistes, hein, parce qu'une fois que ce monde-là est dessiné, proposé, qui est le nôtre, il va s'effriter, il va s'effondrer, il va se casser pour se refaire, mais totalement différemment. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est parce que vous parliez au départ de comment on rentre dans le travail de Sylvia. C'est vrai que Sylvia, elle fait j'ai l'impression que tu proposes un méta-travail de ce que tu as l'habitude de faire. C'est-à-dire que tu fais beaucoup de spectacles avec une gestuelle très précise, et là tu nous demandes de la casser, cette gestuelle précise, et de la briser, et même de la
presque de passer à autre chose. Enfin, je sens qu'il y a une chose de charnière quand même dans... En tout cas, je me rends compte parce que là, je maîtrise un peu le processus qu'on a fait déjà un mois et demi, presque 2 mois. Je pense que oui, en effet, j'ai eu une démarche un peu différente que d'habitude, dans le sens que chaque scène, parce que quand même, bon, les scènes, ils sont un peu séparés quand même, mais c'est comme ça même dans la pièce. Là, on a simplifié, 5 actes. Là, on a fait un acte unique, mais quand même, il y a cette fragmentarité des scènes. Et je trouve que à chaque scène, je me rappelle, en fait, je travaillais par situation. Donc, chaque scène a une situation des données. Et donc, après, finalement, il fallait plonger dans un état pour tout le monde, pour tout. Et donc, en fait, c'est comme si ça, c'est votre situation, c'est votre cage, et ça, ce sont les éléments. On joue avec ça. Et on trouve des choses. Donc, à part les sorcières que j'ai eu besoin de chorégraphier, parce que quand même, c'était une belle opportunité d'avoir 3 corps. Donc, voilà, la symétrie et la chorégraphie que j'aime utiliser, là, je l'ai faite. Mais pour les autres personnages, Macbeth, Lady Macbeth, Banquo, Macduff, il y a quelque chose qui est, voilà, situation, je te donne ça dans la main, tu es dans cet état pour construire en effet la situation. Et ça, par exemple, sur Julie, par exemple, parce que Macbeth, pour moi, il a une évolution qui est... Bon, c'est plutôt ça. Moi, j'aurais fait... C'est plutôt comme ça, mais c'est une ligne. Et on a toujours parlé avec Julie que par contre, elle le surprend. Elle utilise tous les armes pour le convaincre. Donc à chaque situation, il y a un côté différent de sa personnalité qui ressort. Et donc ça, c'était important de définir les données, les enjeux à chaque scène pour savoir l'état où on est. Et aussi pour moi, pour dire, ah bon, ça c'est le bon élément que je vais vous donner, les bons accessoires que vous avez dans les mains, la bonne matière dans laquelle vous plongez et tout ça. Donc, moi, j'ai découvert beaucoup pendant les répétitions. D'ailleurs, peut-être, là, j'ai ouvert beaucoup plus les questionnements. C'était beaucoup plus partagé que d'habitude. Aujourd'hui avec cette sur ce travail-là. Ouais, parce que normalement, je reste avec mes questions seule. Et en effet, j'arrive. Est-ce que c'est lié à ces gens, la troupe aussi, Est-ce que c'est lié à la pièce je pense surtout aux gens, parce que c'est sûr qu'il faut trouver la confiance de partager les questionnements sans avoir peur, de dire, là, je sais pas, on discute de qu'est-ce que ça veut dire ensemble. Mais peut-être c'était aussi la pièce qui le faisait, parce que j'avoue que une masse de textes comme celle-là, c'est la première fois que je l'aborde. Et pas seulement un texte, je veux dire, si l'année dernière, Magnerno, c'était un livre, mais c'était différent. Là, c'est vraiment quelque chose qui, c'est un niveau presque philosophique. Donc, à chaque fois, il faut vraiment faire c'est la nature littéraire du texte. Là, c'est la nature littéraire du texte. Et, la peur, c'est la redondance. C'est ça, on avait dit. Ouais, c'est d'être... voilà, il faut vraiment équilibrer. C'est-à-dire qu'il faut garder le rythme. Il faut garder le rythme, il faut faire comprendre les choses, parce que sinon, si tu ne comprends pas, c'est ennuyant. C'est 2 mots. Et en même temps, il y a quelque chose dans votre travail qui aime garder une part de... oui, c'est beau. D'abstraction. Ouais, bien sûr. Et de beauté aussi, parce que quand même, tous les fois, il faut composer l'image. Là, on a... Alors, justement, la scénographie, vous êtes co-scénographe ou scénographe de cette pièce. J'ai un collaborateur, oui. Avec voilà, et donc c'est pareil, il faut rien dévoiler. En même temps, quand on voit pas les images, on dévoile pas grand-chose quand on parle de la scénographie, mais il y a quelque chose d'extrêmement, je dirais à la fois simple, austère et spectaculaire. Donc tout ça cohabite d'une manière tout à fait singulière. Avec cette couleur sang, voilà, comme un fil d'Ariane dans la pièce. C'est une proposition très forte, même pour vous, les costumes, l'univers. Est-ce qu'on peut qualifier cet univers c'est un univers clérical. Voilà. La religion, elle est là quand même. Quand même cette sorte de... Moi, j'ai eu l'impulse de mettre tous les personnages dans un ordre. Donc, ils sont tous partis du même univers.
et c'est un univers stérile, c'est un univers où la culpabilité, les mal et les biens, c'est des concepts. Et donc... elle va très loin dans le mal, cette pièce, quand même. Tout à fait. On ne croit pas qu'ils sont vraiment des prêtres et tout ça. On ne croit pas à ça dès la première fois, je pense. Parce que les costumes sont des costumes voilà, de soutane, de soutane. Mais tu sens... super chic. Oui, super chic. C'est vraiment super chic. Mais ça donne une ligne, en fait, ça donne une rigueur, une autorité, une austérité. Et en même temps, on n'a qu'une envie, c'est que ça s'effondre. Et c'est chouette de commencer avec ça. C'est-à-dire, la pièce commence avec la fragilité d'une ligne droite, de nos verticalités, ça commence très tôt par ça. Donc c'est pour ça que Sylvia, elle arrive hyper intéressant d'arriver avec un univers à détruire et non pas à construire. C'est comme ça, en tout cas, que je vois comment tu nous évidemment, il faut construire le spectacle, mais il y a toute tout ce monde terminé, fermé, ou ritualisé, où chaque geste est déjà réglé. Et c'est ça qui s'effondre, qui vrille en fait, au fur et à mesure de cette histoire. Aussi, tout ça. Ah oui, bien sûr, c'est ça qu'on essaye de... Oui, ça nourrit parce que on le voit s'effondrer dans nos mains et on aimerait le retenir, et en même temps, c'est nos actes qui font que ça s'effondre, alors que nos actes devraient le consolider d'autant plus. C'est dans ce paradoxe aussi que ce monde-là, que toutes ces verticalités vont finir à l'horizontale. Ouais, on peut dire ça quand même, non? Pourquoi pas? J'ai l'impression. Oui, tu vois. Oui, carrément. Vous avez de l'empathie pour vos personnages? Tout à l'heure... J'ai pas entendu. Vous avez de l'empathie pour vos personnages, Lady Macbeth et oui, parce qu'on peut les jouer comme d'abominables monstres. Voilà. Non, pas du tout. De toute façon, je trouve qu'en général, au théâtre, dès qu'on met un monstre dans les arts, que ce soit au théâtre, en peinture, au cinéma, ou je sais pas, en musique, c'est forcément pas des monstres, puisque on leur permet ça en fait, de s'expliquer, ou donc non, pour moi c'est pas un monstre. Ou alors si c'est un monstre, je trouve que c'est un monstre qui ne me fait pas peur, parce qu'elle a une grande part d'humanité, parce que Ça, je sais pas si je l'aurais dit comme ça, mais non, parce que j'aurais pas dit que Lady Macbeth une grande part du... Enfin, dans la version là qu'on fait, parce que il y a forcément de la... C'est pas forcément de la même fragilité, c'est pas le mot que j'aurais choisi, mais il y a forcément de la complexité et puis on s'y retrouve tous quand même. C'est comme je sais pas, c'est comme Médée, c'est comme c'est pas des gens qu'on ne connaît pas en fait, ces gens. Enfin, ces monstres-là sont des monstres qui nous habitent nous aussi. Enfin, quand on parle de désir, de fantasme, de réalisation de son désir, d'un subconscient qui n'a plus de limite. En fait, je pense pas qu'ils prennent. Shakespeare nous emmène pas dans une fête foraine. Ou alors la fête foraine c'est nous, mais il nous emmène où on est. Donc il n'y a pas d'inconnu vraiment. Je ne trouve pas qu'il y ait d'inconnu. En tout cas, moi je suis impressionnée de la force de la volonté de Lady Macbeth. Je veux dire, elle a une force de volonté qui va au-delà, presque. Elle veut changer de corps, elle veut s'arracher les seins, elle veut changer de sexe. Je veux dire, elle a une force de volonté pour arriver à son bout qui c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et après, quand même, comme tous les êtres humains, au sommet d'être en train de faire une entreprise et tout, quand même, elle révèle quand même un cœur. Par sa folie? Pas seulement par sa folie, pas exactement. Non, bien avant, je trouve. Nous, en tout cas, bien avant sa folie, en fait. Elle a une super réplique, Lady Macbeth, qui dit si Duncan, donc le roi, on s'apprête à commettre un régicide, et elle dit si Duncan n'avait pas autant ressemblé à mon père, c'est moi qui l'aurais tué.
Je veux dire, alors que elle m'a... C'est de la psychanalyse. Bah, c'est génial. Mais surtout, la scène d'avant, elle a motivé Macbeth à passer à l'acte. Et donc, mais génial, alors, ça. cette folie, ce passage à la folie, pour elle puis pour lui, vous l'expliquez comment? Si finalement Ben, c'est la fin d'un rêve. C'est la fin de leur rêve, en fait. Moi, je trouve que c'est la fin de leur rêve, donc c'est pour ça que je ne veux pas dire les déviances. Parce que la folie, elle est souvent chez Shakespeare, elle arrive. C'est un thème. Mais moi, je pense que la folie, il faut toujours donner un autre sens. Et là, moi, je pense que c'est la fin de leur rêve. Elle dit enfin, d'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit une phrase de elle à l'origine, mais enfin, dans le spectacle. Mais maintenant, c'est ma phrase. Il vaut mieux être ce que l'on a détruit plutôt que d'en retirer une joie qui s'angoisse. Dit, on a tout dépensé en pure perte quand on a eu ce qu'on désire, mais sans bonheur. C'est-à-dire, c'est ce fameux passage à l'acte, la réalisation de quelque chose qui en fait n'est et le début d'une fin en fait. C'est le début de la mort. Voilà. Et en tout cas, eux, comme couple stérile, ils n'ont rien à perdre. Ils ont leur recherche de plaisir. On revient à la stérilité. Mais malheureusement, en fait, eux, ils n'ont rien à perdre. Ils sont tout un plaisir et un désir. Et puis, il faut qu'ils construisent quelque chose. Comme des bébés. Voilà. On a en fait le côté justement après on fait le passage ultérieur mais oui, on a un enfant, un bébé. On a un fils finalement. Il y a plusieurs choses. Il y a une scène où il est totalement on accouche dans un enfant. Ouais, il redevient à l'état de nourrisson et elle de mère jusqu'à ce qu'il revienne lui et qu'il s'équilibre et qu'il redevienne un couple. C'est un jeu de rôle presque entre la couple, de faire qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Après, moi je lisais en exergue de la traduction là, par Bonnefoy, il écrivait que n'ayant pas d'enfant, ce couple, le crime sera leur enfant, le crime sera leur fils. Tout à fait. Parce qu'il faut bien construire quelque chose. Parce qu'il faut construire produire quelque chose ensemble. Il faut sortir du couple pour être quelque chose. Ouais. Et donc, il faut être trois, en tout cas. Faut témoigner en fait faut témoigner de nous. De ce qui a uni ces personnes. Mais donc là, comme ils n'ont pas d'enfant, il faut que quelqu'un témoigne, il faut que quelque chose, là pour le coup, témoigne de ce couple. Et donc, en effet, ça sera le crime plutôt qu'un enfant. Le problème, c'est que le crime est le premier, le plus difficile sans doute, j'en sais rien, mais il ne sera pas suffisant. Après, il y a... Le régicide. Oui, mais... Puis en plus, elle dit, mais tuer son roi est la pire des choses, et pourtant... Dans 2 répliques plus tard, dans la même scène, elle dira mais maintenant il faut passer à l'autre. Donc on est aussi toujours, on est attiré à notre propre perte. Un désir en amène un autre de toute façon. Un désir qui s'assouvit crée un autre désir et en fait. L'enjeu de cette pièce, c'est ça, c'est l'histoire du désir, de cette espèce de puissant fond. Il n'est pas du tout question d'amour. Ah non, moi je pense qu'ils s'aiment, sinon ils n'auraient pas encore ensemble. En tout cas, ça n'est pas dit. Moi, je pense qu'ils s'aiment beaucoup et surtout, ils ont besoin l'un de l'autre. Donc, non, il y a de l'amour dans la couple. Je pense qu'il y a plusieurs scènes où je voulais faire passer ça, chose que dans Shakespeare, il n'avait pas. Je pense que dans Shakespeare... il n'est pas question d'amour dans ce couple. Non, et je pense que là, on a ajouté pas mal de moments où tu sens qu'il y a une complicité. Tu sens que même si... moi, il y a une phrase qui me casse le cœur. C'est quand Macbeth, ils disent mon pouvoir s'achève avec toi. Ah ouais. Elle le prend, il va lui donner un bisou. Tu vois, c'est quelque chose qui fait partie de la couple. Et moi, je pense que ça c'est de l'amour. Et donc, Et en plus, alors là, cette scène-là n'y est pas dans le spectacle, même s'il y a le personnage de Macduff, il n'y a pas, par exemple, toute la scène avec sa femme, etc. Mais quand même, Macduff, qui est donc l'homme qui vit avec sa femme, qui a des enfants, on a l'impression qu'il en a une douzaine. Il parle de ses enfants comme des poussins. Enfin, on voit comme des petits canards, comme les. Enfin voilà, c'est une espèce de vision. Des lapins.
une drôle d'image, quoi, de la famille. Il fait tous ces petits poussins. Et pourtant, lui sera le lâche un peu aussi de Macbeth, c'est-à-dire c'est l'homme qui laissera qui est parti. Sa femme mourir avec ses enfants. Et il y en a, donc il y a un truc assez étrange, quoi. C'est-à-dire que l'image parfaite d'une famille et d'un homme accompli dans une descendance, etc., ne sera pas un héros chez Shakespeare. C'est pas lui le héros, quoi. Et même, il n'aura pas des actes héroïques. C'est ce duo, ce couple. J'ai pas compris. Le héros, elle dit, il ne sera pas un héros. Ah, je sais pas s'il y en a, pas pour le coup. Mais, en tout cas, il n'y aura pas une résolution de dire Macduff qui est dans le qui est la victime, qui est dans un schéma idéal de l'homme ayant créé une descendance, etc. Non, finalement, c'est pas cette résolution. Non, puisque là, en effet, je n'ai fait quand même un sorte de messia un peu prophète qui voit toute la destruction du monde. Donc, lui, il est un peu touché par une folie ou quelque chose qui... ouais, donc... et surtout, lui, il s'enfuit, il abandonne sa famille. Donc, il y a quand même... mais ça, c'est Shakespeare. Tous les personnages, même les biens, ils ont un touche de... C'est pas si simple. Une partie sombre. Ouais, une partie sombre, elle est là, quand même. Ouais, donc... Macbeth, alors, du 26 mars au 20 juillet, en alternance salle Richelieu, et puis... en direct, le 25 avril, dans 200 salles de cinéma. Ça va être quelque chose. Ouais. Ouais. Vous l'avez déjà vécu, ça Ouais, mais moi je pense que ça va être sublime au cinéma aussi. Aussi, j'entends, mais avec les images de Sylvia, avec la scéno, nous on en parle et tout, mais parce que d'ailleurs déjà vous en parliez avec les photos. Mais je pense que ça va être fait pour aussi pour être filmé. Ouais, aussi pour le cinéma. Moi, j'ai grande confiance là-dedans. D'être proche à leur visage, petit détail, je pense que ça va être bien, ouais. Ouais. Ah ouais, et puis, la scéno, elle s'y prête, moi je trouve. Ouais. Il va y avoir des posters. Il va y avoir des affiches, des posters. Ça, c'était en 1984. C'est les années 80. Bon, donc le 25 avril, dans plus de 200 salles quand même en France, en direct, donc mise en scène, adaptation, scénographie, Sylvia Costa, merci encore, avec la troupe de la Comédie Française, Alain Langlais, Julie Sicard, Pierre-Louis Calixte, donc qui ne sera jamais un héros. Ciliane Brahim, Jennifer Decker, Julien Frison et Biran Bar en alternance, Noam Morgenstern et Clément Bresson, merci. Merci. Bonne route jusqu'au 26 mars, là ça va aller tout seul. C'est demain. Voilà. Le Dark Tunnel, ça on est dedans. Ouais. Le Dark Tunnel avec les Weird Sisters. Ouais. Bon, donc à partir du 26 mars. Merci bonne semaine avec la Comédie Française. Salut.